Nous sommes le 26 janvier 1943, dans le 20e arrondissement de Paris, où la Seconde Guerre mondiale bat son plein. Jean et Raymond Tapie sont mariés, ils vivent ensemble dans ce 20e arrondissement. Lui est ouvrier, elle est aide-soignante, et le couple donne naissance à leur premier fils, qu'ils décident d'appeler Bernard. Durant l'enfance du jeune Bernard, la petite famille habite en banlieue parisienne, dans un 3 pièces au Bourget dans le 93. Alors, c'est pas le grand luxe, c'est même un milieu assez prolétaire. Monsieur Tapie travaille beaucoup, alors c'est Madame Tapie qui élève ce jeune garçon. Raymonde est omniprésente pour son fils et elle lui donne confiance en lui. Depuis qu'il est né, elle répète au jeune Bernard qu'il est le meilleur. Les années passent, on est en 1947, Paris est libéré et le jeune Bernard, 4 ans, devient grand frère avec la naissance du petit Jean-Claude. À l'école, l'aîné ne tient pas en place, si bien qu'un jour, la maîtresse va finir par l'attacher sur sa chaise. En grandissant, Bernard joue au foot, au hand, il prend des cours de violon, et au collège, il est déjà assez populaire. Tapie a déjà tout de la grande gueule. Je fais mes études, toujours limite. Jamais très brillante, mais jamais non plus très mauvaise. Ça me permet de passer d'une classe à l'autre. Ensuite, je travaille l'été pour pouvoir me permettre d'aller un peu plus loin. J'ai fait le charbonnier de 13 ans jusqu'à 17 ans. Le jeune Tapie grandit, et après une série de petits boulots, il cherche très vite à être indépendant financièrement. Et l'occasion se présente. Un jour, alors qu'un vendeur de télévision vient frapper à la porte de ses parents, le jeune nanar n'a pas froid aux yeux, et il propose au vendeur de l'accompagner. C'est un vendeur qui nous a présenté un télé, Bernard était là. Et donc il a laissé faire son boulot. Et Bernard lui a dit, c'est pas du tout dans le coup là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que Tapie va commencer dans le business. Il faut dire qu'il s'y prend vachement bien. En fait, il a développé une technique toute bête, laissée à domicile. Il propose à ses clients de garder un poste de télé comme ça chez eux pendant quelques jours. Puis au bout de quelques jours, s'ils veulent pas garder la télé, ils l'achètent pas. Mais s'ils veulent la garder, il faut l'acheter. Et ça fonctionne. Les ventes explosent. Tapie devient rapidement le meilleur vendeur de l'équipe. 1964. Alors que Bernard n'a que 21 ans, il épouse Michel Layec avec qui il aura 2 enfants. 2 ans plus tard, à 23 ans, il délaisse pendant un temps sa carrière de vendeur pour se tenter à un autre style de carrière, la chanson. On est en plein pendant les années yéyé et le culte des États-Unis en France. Alors Bernard Tapie décide d'américaniser son nom d'artiste. Ce sera Bernard, mais Bernard Tapaille, avec un Y. Et il réussit comme ça à sortir une dizaine de morceaux. Lorsque ce soir je suis rentré, toute ma vie s'est écroulée. Et là j'ai vu la vérité. Avant d'entrer, j'aurais dû frapper. Je ne crois plus les filles avec leurs sentiments. Je ne crois plus les filles, mais je les aime quand même. Bon, on va se dire les choses, la chanson, ça marche pas du feu de Dieu pour Tapaille. Les ventes ne décollent pas, alors il tente autre chose. Bernard Tapie se lance dans la course automobile. Il pilote un peu en Formule 3, passage obligé pour les futurs champions de Formule 1, mais il a un accident. Alors, c'est pas très grave, mais disons que ça le calme suffisamment pour abandonner ce jeune projet de carrière. À la fin des années 60, on peut dire que Bernard Tapie se cherche. Chanteur, ça marche pas de ouf. Pilote de course, on repassera. Alors il n'y a pas 36 000 solutions. Tapie va revenir à ses premiers succès, la vente. À la fin des années 60, Bernard Tapie ouvre son propre magasin de télé. Alors, c'est pas un immense succès, mais ça lui permet de confirmer son goût pour l'entrepreneuriat. Et puis, c'est dans cette première boîte qu'il va tomber une nouvelle fois amoureux d'une autre femme, une secrétaire comptable, Dominique Mialet Damianos. Elle a 19 ans, lui en a 26, elle est fiancée, lui est marié, mais que voulez-vous, c'est le coup de foudre. Bernard quitte Michel, la mère de ses 2 enfants, et commence une nouvelle idylle avec Dominique, avec qui il aura 2 enfants. Mais au boulot, Tapie, l'entrepreneur, se confronte à un problème. Quand il monte une boîte, il a souvent une super idée au départ, mais il ne sait pas la gérer ensuite. Il flambe sa thune, il roule dans des voitures très chères, trop chères, et puis surtout, il ne fait pas toujours tout dans les règles de l'art. En 1975, Tapie fonde la société Cœur Assistance. Cœur Assistance propose un abonnement payant, un boîtier portable qui appelle les urgences si le client fait une crise cardiaque. Bon,
Pourquoi pas? Sauf qu'en 1981, Bernard Tapie sera condamné par la justice pour publicité mensongère. Tapie prétendait que sa société détenait 5 ambulances alors qu'elle n'en possédait que 2. Tapie disait qu'au sein de Cœur Assistance, il y avait cette base d'intervention d'urgence hautement spécialisée qui n'existait pas vraiment. Bernard Tapie est contraint de fermer l'entreprise et écope même d'une peine d'1 an de prison avec sursis. Ça veut dire qu'il ne va pas purger la peine, mais il a intérêt à se tenir à carreau. Tapie commence à se dire que créer une entreprise de A à Z, c'est peut-être pas le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement. Alors, il a une idée qui va être très importante dans sa carrière. Il va racheter des entreprises en difficulté, les aider à remonter la pente, pour les revendre ensuite et dégager un bénéfice. Comme j'avais pas tellement d'argent, je me suis forcément attaché à des sociétés qui ne valaient rien. Et les seules sociétés qui valaient rien sont des sociétés qui s'étaient cassé la figure. Adieu Tapie l'entrepreneur, place à Tapie le repreneur. On est à la fin des années 70 et Bernard Tapie décide de suivre son intuition. Il se spécialise dans le rachat d'entreprises en difficulté. Une méthode qu'il maîtrise bien, il finit même par être connu pour ça. En fait, il rachète des entreprises déficitaires comme la marque de balance Terraillon ou la chaîne de magasins bio, la Vie Claire, pour 1 franc symbolique et il les remet sur pied. Bon, souvent ça se passe en licenciant pas mal de monde. Il redresse la barre, il les revend plus cher, mais genre beaucoup plus cher, parfois des centaines de millions de francs plus cher. Un homme qui se taille une réputation de sauveur d'entreprise. Il est jeune, il a 38 ans, il est à la tête d'un groupe composé d'une 40aine de sociétés dans les domaines les plus divers. Durant toutes ces années, Bernard Tapie a la fièvre acheteuse et en 1979, il va tenter un coup complètement dingue. Tapie rencontre Jean Bedel Bokassa. Bokassa qui est l'ancien empereur de Centrafrique autoproclamé, tout juste renversé. Et Jean Bedel Bokassa a plusieurs châteaux en France qui tapent dans l'œil de Bernard Tapie. Alors Tapie a une idée. Il va profiter de la faiblesse de l'homme déchu qui noie son chagrin dans l'alcool. Il va lui mentir en lui faisant croire que l'État français va saisir tous ses biens. Évidemment, l'ex-empereur panique, il veut trouver une solution. Et là, Tapie, innocemment, lui propose de tout racheter. Évidemment, le prix est dérisoire, 12,5 millions de francs. Pour ces propriétés luxueuses, ce n'est pas grand-chose puisque c'est seulement 10% de leur valeur réelle. À 36 ans, Bernard Tapie vient de faire un coup de poker et en plus, il veut se la jouer Robin des Bois. Cet argent volé aux dictateurs africains, il le propose à l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Une promesse qui lui vaut d'avoir un papier en une du New York Times. Mais bon, forcément, Bokassa n'est pas complètement stupide, il se rend compte de la supercherie et décide de porter plainte. À la fin de l'année 1981, la vente est annulée et Tapie est condamné à lui verser 100 000 francs de dommages et intérêts. J'ai essayé effectivement de lui prendre ses châteaux pour les donner à l'UNICEF. Oui. Bon, vous avez perdu le procès. Et apparemment, bah oui, ça veut dire qu'il y en a qui voulaient que Bokassa garde ses châteaux. Alors à ce moment-là, ça c'est aussi un côté Bernard Tapie, on sait plus trop si c'est sincère, si c'est un coup de démagogie, de pub, l'argent à l'UNICEF, vous en avez donné? Cette histoire va quand même renforcer son image de type audacieux et qui se fout royalement des règles. Et puis il faut dire aussi que dans les années 80, Bernard Tapie a accompli un de ses objectifs. Grâce à toutes ces activités dont je vous parlais, il est devenu très riche. Et Bernard Tapie compte bien utiliser son argent pour se faire plaisir. Depuis qu'il est tout gamin, Tapie est fan de sport. Et maintenant qu'il est riche, il compte bien en profiter. Il commence avec le cyclisme en 1983 en créant une équipe, la Vie Claire, du nom de l'entreprise qu'il a rachetée autour de Bernard Hinault, le coureur cycliste français le plus fort de l'époque, mais qui vit une mauvaise passe. La personne avec laquelle on s'est très bien entendu et je pense qu'on travaillera très très bien, c'est monsieur Bernard Tapie, que je dois remercier ce soir au nom de personnel pour m'avoir pris confiance en moi, parce que suite à mon petit accident, si on veut, de mon genou, a quand même cru en moi. Paris gagnant pour les deux Bernard qui remportent le Tour de France et le Tour d'Italie en 1985. La réputation de Bernard Tapie commence à prendre de l'ampleur. Alors, l'année suivante, TF1 lui offre sa propre émission de télé, Ambition. Une émission dans laquelle Bernard Tapie va aider des jeunes à monter leur boîte. Et ils vont se balader comme ça avec la prod dans différentes villes de France. Jamais trop tard pour changer, fais ta révolution, et contre vents et marées, défends tes ambitions. Bon,
L'émission ne durera que quelques mois, mais ça contribue un peu plus à le faire connaître du grand public. Cette même année, il publie son premier bouquin, Gagné, dans lequel il raconte son ascension. En fait, au milieu des années 80, Bernard Tapie est hyper populaire. Il passe beaucoup à la télé, les jeunes l'admirent, les femmes le trouvent assez beau gosse. Bernard Tapie multiplie les apparitions dans les médias, et je vous ai d'ailleurs retrouvé cette séquence qui est devenue culte quand il est invité dans l'émission Gym Tonic. L'entraînement, vous l'avez là, hein? On respire bien, souple. J'espère que vous avez pris de l'endurance. Allez, tout le monde nous suit. En petite foulée avec Bernard Tapie. Bernard Tapie, un nom bien célèbre. Un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux qui dirige des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme incroyables. Alors, comment faites-vous? D'abord, je suis sportif. Plein de trucs. Je suis sportif depuis que je suis grand comme ça. Ça m'a peut-être d'ailleurs donné un état d'esprit qui diffère un peu de certains de mes confrères. Sa popularité, il en profite, bien sûr, pour ses petits plaisirs perso. Mais moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne, ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Il y a peut-être un truc en revanche qu'on sait moins sur Bernard Tapie, c'est qu'en 1986, il décide de créer une école pour former des jeunes chômeurs à la vente. Et grâce à cette école, Tapie formera plusieurs milliers de jeunes. Toujours en 1986, sa popularité continue de monter, et là Tapie va faire un gros coup. Il va racheter un club de foot, et pas n'importe quel club de foot, l'OM, l'Olympique de Marseille. Rien que ça. Bon, et puis il faut se remettre dans le contexte. Dans les années 80, l'OM, c'est clairement pas ça. Ils sont à la 15e place du championnat de France. Le club est en faillite. Bref, il n'y a rien qui va. Et vous connaissez la chanson, Tapie rachète le club pour 1 franc symbolique et il se met au boulot. L'OM va recruter comme ça des joueurs comme Eric Cantona ou Didier Deschamps. Tapie s'investit beaucoup dans ce club et ça va finir par payer. En 1993, l'OM gagne la Ligue des Champions face à l'AC Milan. Celui qu'on appelle désormais le boss n'est jamais fatigué, jamais rassasié. En fait, quand on a la chance de savoir faire quelque chose qui à la fois vous fait plaisir et vous nourrit bien, en général, on n'arrête pas de le faire. Tapie se lance tout le temps des nouveaux défis. En 1988, il se met en tête de battre le record de la traversée de l'Atlantique en voilier. Le voilier, vous vous en doutez, il le possède. Son nom, le Phocéa. À bord se trouvent une vingtaine de personnes, dont un réalisateur qui filme l'aventure. Au cours de la traversée, il veut tellement battre ce foutu record qu'il met carrément son équipage en danger. Il refuse catégoriquement de faire une pause au milieu d'une tempête hyper violente. Tout l'équipage pense qu'ils vont y passer. Résultat des courses, le Phocéa arrive à traverser l'Atlantique en 8 jours, record battu. On a alterné l'angoisse, l'euphorie, la griserie, la trouille. Mais enfin bon, on a vécu ça bien, comme une belle aventure d'homme. Mais Bernard Tapie ne compte pas se reposer pour autant. La politique, vous avez envie d'en faire? La politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, non, mais faire de la politique, j'aurais envie d'en faire. Pour commencer, il faut savoir que Bernard Tapie a un très bon pote, et cet ami c'est Jacques Séguéla, un publicitaire hyper connu. Et lors de la précédente élection présidentielle, Jacques Séguéla a inventé le slogan de celui qui va devenir le premier président socialiste de la Ve République, Mitterrand, la force tranquille. Du coup, quand Tapie envisage de se lancer en politique, il demande à son pote, Jacques, de lui organiser un déjeuner avec le président Mitterrand. Je lui dis, ne fais pas de politique, Bernard, ce sont des piranhas, ils vont te dévorer, laisse ça de côté, tu as tout pour réussir dans la vie, tu fais pour faire des affaires. Il m'a dit, oui, mais j'ai connu le business, j'ai connu l'argent, je veux connaître ce pouvoir de la politique, et puis je veux faire du bien aux Français. François Mitterrand accepte de rencontrer Bernard Tapie, qui va se préparer pendant une semaine à cette réunion. Et ça marche, Mitterrand est séduit par le fauve. Il y a eu 3 heures d'une rencontre entre 2 personnages, entre 2 forces de la nature et de l'esprit qui ont échangé comme ça, et c'est là où j'ai vu la fascination de Mitterrand, qui lui a fait, comme il savait le faire, une cour extraordinaire, et qui l'a subjugué à tout jamais, et qui lui a dit, vous êtes fait pour la politique. En mai 1988, François Mitterrand est réélu pour un second mandat. Il a envie de dynamiser un peu son équipe et de rajeunir son image, alors il pense à Bernard Tapie. C'est drôle parce que Mitterrand, c'est un homme de gauche, un socialiste, et quand on pense à Bernard Tapie, on pense d'abord à l'homme d'affaires ultra riche, et d'aucuns pensaient qu'il se présenterait plutôt sous une étiquette de droite. En tout cas, Mitterrand envoie Tapie pour un premier défi politique, les législatives à Marseille, une ville où le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Le défi est de taille.
D'autant plus que beaucoup de cadres du Parti socialiste sont pas du tout chauds de voir Bernard Tapie si proche de Mitterrand. Ils considèrent que Tapie est un voyou, un truand, ils n'ont pas envie que le PS soit associé à son image. Et finalement, Bernard Tapie devient le candidat de la majorité présidentielle pour devenir député de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il est propriétaire de l'Olympique de Marseille, hyper populaire là-bas, donc il se dit qu'il a ses chances. Il fait du porte-à-porte, comme à l'époque, pour convaincre les gens d'aller voter pour lui avec un style très Bernard Tapie. Assure-toi qu'ils ont des cartes postales, c'est ça qu'il faut là. Des cartes postales, merde, je les ai fait pour ça. Hein? Quel dommage que vous votiez pas tous. Tapie ose des choses que aucun homme politique n'avait osé auparavant. Un jour, il décide de s'introduire dans une réunion électorale du FN. Forcément, il se fait siffler, mais il se démonte pas. Il prend le micro et provoque l'Assemblée en disant la chose suivante. On prend tous les immigrés, on les met sur un bateau, on les emmène très loin d'ici. Et quand ils sont loin, pour être sûr qu'ils ne reviennent pas, on coule les bateaux. Apparemment, la foule est aux anges, se met à applaudir, et Bernard Tapie leur lance « Je ne me suis pas trompé sur vous, j'ai parlé d'un massacre, et vous avez applaudi. Demain, lorsque vous vous verrez dans la glace, gerbez-vous dessus. » Après une dure bataille, il perd une première fois l'élection, dont il obtient finalement l'annulation du scrutin, qui est jugé truqué. On refait le vote, et là, coup de théâtre. Bernard Tapie emporte finalement le siège de député, avec 50,9% des voix. On est en 1989, et ça y est, Bernard Tapie entre dans l'Assemblée nationale. Tout le monde est choqué, même Mitterrand est admiratif. Tout semble possible à l'homme d'affaires. Même se farcir Jean-Marie Le Pen, qui, faut bien l'avouer, fait peur à toute la classe politique. D'ailleurs, c'est bien simple, personne ne veut débattre avec le père Le Pen. Là, je vous parle d'une des séquences télé les plus marquantes des années 80, le débat entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Décembre 1989, on est sur TF1. Mais attendez, c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, oui, poli. Vous allez nous apprendre à parler La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Monsieur. Un pitre, monsieur. Vous avez dit, attention. Écoutez, vous êtes un pitre. Il y a une limite. Vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. Vous rigolez. Enfin, regardez-vous. Bernard Tapie fait du grand Bernard Tapie. Il donne même l'impression aux téléspectateurs qu'il est à deux doigts d'aller mettre une mandale à son opposant politique. Et le lendemain, toute la presse titre « Tapie écrase Le Pen ». Pas mal pour un débutant en politique. La politique n'empêche pas Bernard Tapie de continuer dans les affaires. En 1990, il décide de racheter une marque qui représente le parfait mélange entre ses deux passions, le business et le sport. Cette marque, c'est Adidas. L'entreprise allemande est au bord de la faillite et Tapie la rachète pour 1,6 milliard de francs, après avoir contracté un prêt auprès de la banque Crédit Lyonnais, que vous connaissez aussi sûrement sous le nom de LCL et qui, à l'époque, est encore une banque publique. D'abord, elle correspond bien à ce que j'aime. C'est une vraie société qui fait du sport et elle est très politique. C'est une démarche qui est beaucoup plus stratégie politique à l'échelle mondiale que quand je vends des piles. Tapie est encore plus motivé que d'habitude, alors il se lance dans le plan de restructuration d'Adidas avec beaucoup d'entrain. Là par exemple, il délocalise une partie de la production en Asie et modernise l'image de la marque en demandant au designer de Nike, Rob Strasser, de changer le logo qui passe de ça à ça. Et ça marche, Adidas reprend du poil de la bête. En 1992, la France change de Premier ministre. Pierre Bérégovoy est nommé par François Mitterrand, qui lui impose quelqu'un dans son gouvernement, et ce quelqu'un, c'est Bernard Tapie. C'est décidé, Tapie sera ministre de la ville. Il est populaire auprès des jeunes des banlieues, et ça, c'est très précieux pour le gouvernement. Évidemment, Tapie est hyper content, c'est une consécration pour lui. C'est encore plus fou que ce qu'il aurait pu imaginer. Ma réaction, c'est d'être très content. D'être dans une équipe qui a l'air extrêmement motivée et qui, me semble-t-il, a tous les moyens qu'il faut pour réussir dans cette aventure qui va durer 11 mois au moins. Alors, cette nomination, forcément, elle ne plaît pas à tout le monde. Tapie est une grande gueule, ce qui agace certains au gouvernement. Et puis c'est quand même un représentant du capitalisme dans un gouvernement de gauche. Et malheureusement pour lui, il n'aura pas vraiment le temps de montrer de quoi il est capable. À partir de 1992, il est poursuivi dans différentes affaires judiciaires, où il est notamment condamné pour fraude fiscale. Ça va être un peu compliqué d'être suffisamment synthétique et de tout expliquer dans cette vidéo, mais retenez quand même que pendant 3 ans, Bernard Tapie arrive à garder un rôle politique. Il est même élu député européen en 1994. L'année suivante, il envisage même de présenter sa candidature pour devenir maire de Marseille, mais il va devoir y renoncer. Les affaires judiciaires s'accumulent et elles prennent de plus en plus de place dans sa vie.
La première affaire qui va le rattraper et qui va l'envoyer en prison, c'est ce qu'on appelle l'affaire VAOM, pour Valenciennes Olympique de Marseille. On est le 20 mai 1993, 6 jours avant la finale de la Ligue des Champions, durant laquelle l'OM gagnera face à l'AC Milan. Ce soir-là, Marseille affronte Valenciennes en championnat. Assez vite, l'équipe marseillaise marque un but et gagne le match. Sauf que voilà, des joueurs de Valenciennes révèlent que l'OM a tenté de les corrompre. Ils me proposent une somme d'argent et certains avantages si je laissais les Marseillais passer ou si je jouais pas sur ma valeur, quoi. Évidemment, la Ligue nationale de football réagit, porte plainte et Bernard Tapie, le propriétaire du club, est rapidement dans la ligne de mire de la justice, même si Mitterrand lui-même essaye de lui venir en aide. Et il s'est révélé un excellent ministre. Excellent ministre. Comme président de l'OM, il semble qu'il a bien réussi. C'est une énergie. L'intelligence est une énergie. En fait, le procès devient assez vite un combat de coq entre Tapie et le procureur en charge du dossier, Éric de Montgolfier, qui est très agacé par l'arrogance de l'homme d'affaires. Vous avez déjà pris un carton jaune, là, non? J'étais limite. On m'a pas laissé beaucoup souffler. Mais j'adore ça. Oui, vous le voyez, je suis abattu. J'espère que vous ne manquerez pas de le dire. Et finalement, fin 1995, Tapie sera condamné à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme. Je suis un citoyen comme tout le monde, je l'éviterai pas. Vous avez l'air abattu depuis hier. Parce que j'ai pas organisé ma vie avec l'éventualité d'aller en prison. Je pense que quand on fait le choix de la délinquance, c'est une règle du jeu qu'il faut accepter. Bon, on fait des actes de délinquance, on se fait prendre, on va en prison, on se fait pas prendre. Mais moi, j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai tué personne, j'ai volé personne. Jamais, il n'y a pas un homme au monde ou une femme au monde qui peut dire il nous a volé de l'argent. Donc je ne m'étais pas préparé à ça. Je m'étais préparé à plein de choses, mais pas à aller en prison. C'est la douche froide, Nanar va aller au trou. Pour échapper aux paparazzi sur le chemin qui le sépare de son domicile à la prison, Bernard Tapie se cache dans le coffre de la voiture de son fils. Au début, Tapie est incarcéré à la prison de la Santé, à Paris, mais il s'y sent tellement mal qu'il confie à sa femme qu'il a des pensées noires. Forcément, Dominique est hyper inquiète et va tout faire pour essayer d'améliorer sa situation. Elle a 100 fois plus de force que lui. Elle est 100 fois plus forte que lui. Mais il n'y a aucune comparaison. Au jour d'aujourd'hui, si on a encore notre père, c'est que grâce à elle. Et ça marche, Bernard Tapie va être transféré dans une prison à Aix-en-Provence, à moins d'1 heure de Marseille. Tout de suite, ça va beaucoup mieux pour Bernard. Si à Paris, il est vu comme un salaud, à Marseille, Tapie est un héros. Sa famille bénéficie même de conditions de visite particulières. On était assez privilégiés, nous autres, parce qu'on allait le voir dans une pièce, on était avec personne. Le parloir, c'était le parloir des avocats. On n'avait même pas besoin de papier. Il nous connaissait. Après 165 jours passés derrière les barreaux, Bernard Tapie est libéré. Il va pouvoir se replonger dans une autre bataille, encore plus compliquée que la casse-prison, son combat judiciaire contre le Crédit Lyonnais. Bon, il faut que je vous explique ce qu'on appelle l'affaire Adidas, ou l'affaire du Crédit Lyonnais. Vous vous souvenez, Tapie a racheté Adidas grâce à un prêt qui a été accordé par le Crédit Lyonnais. Sauf qu'en 1992, lorsqu'il est devenu ministre, Tapie doit revendre Adidas, car François Mitterrand ne veut pas qu'il continue de gérer de si grosses affaires en étant au gouvernement. Le nouveau ministre de la Ville confie donc la vente à une filiale du Crédit Lyonnais, qui vend Adidas pour le compte de Bernard Tapie, au prix qu'il espérait, c'est-à-dire plus de 2 milliards de francs. Mais là où ça se corse, c'est qu'en 1994, Tapie est mis en faillite par le Crédit Lyonnais. Bon, l'affaire est compliquée, mais voilà comment ça se passe. En fait, la banque avait permis à Tapie de rembourser petit à petit tous ses emprunts, grâce à la vente progressive de ses différentes entreprises. Sauf que voilà, LCL change d'avis. Finalement, Bernard Tapie doit rembourser 1 milliard de francs au Crédit Lyonnais, et ce, sans délai. Et la banque va même plus loin, elle obtient le droit de revendre l'hôtel particulier de Bernard Tapie. Et comme dans toutes les ventes immobilières, des visites sont organisées pour des acheteurs potentiels. Mais très vite, cette vente de propriété se transforme en visite de foire. Racontez-nous comment c'est. C'est surprenant. C'est-à-dire Surprenant, un petit Versailles. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh, c'est plus au même de rigoler. Voilà ce que j'en pense. Bernard Tapie est ruiné, humilié. Ils m'ont ruiné, humilié. Ils ont fait déménager ma maison avec des caméras de télévision dans la cour. Ils ont fait visiter ma maison par 2000 personnes et m'ont mis en liquidation des biens. Pendant ce temps-là, ils faisaient fortune sur mon dos. Alors, il décide de se pencher sur la vente d'Adidas. Il sent qu'il y a un truc pas net. Bon, en gros, Bernard Tapie accuse le Crédit Lyonnais d'avoir elle-même pris part au rachat d'Adidas avant de revendre le groupe à un prix bien plus élevé.
En gros, il pense qu'il a été berné et que LCL s'est fait de l'oseille sur son dos. Ça faisait 1 an et demi que je ne gérais plus rien puisque, comme vous le savez, du jour où j'étais ministre, j'étais obligé de me retirer. Car des gens disent « Mais comment il s'est fait rouler ?» Il s'est fait rouler parce que je n'étais plus à la tête de mes affaires. Il décide de porter plainte et c'est le début d'une affaire judiciaire qui va durer jusqu'à sa mort. La première étape, c'est qu'après pas mal de rebondissements, Bernard Tapie obtient un gain de cause en 2008 quand le Crédit Lyonnais est condamné à lui verser un peu plus de 400 millions d'euros. Bernard Tapie est soulagé, pour lui c'est une immense victoire. Donc au bout du compte, il vous reste net dans votre poche. Il va me rester pas mal d'argent. Et avec ça, je vais faire beaucoup de choses. La première des choses, figurez-vous, car dans le délire qui m'est piqué le Fosséa, tout ça c'est pas très grave. Mais il y avait 9 écoles de formation sur des jeunes qui sortaient de là. Je rouvre la première début de l'année chez Claude Bartolone, dans mon département 93. On va refaire la première école de formation pour les jeunes qui sont au chômage et qui sont sans formation. Mais la victoire n'est que de courte durée. En 2011, la justice commence à soupçonner que le gouvernement de l'époque a influencé la décision de justice en faveur de Bernard Tapie. Ce gouvernement, c'est celui de François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, que Tapie a officiellement soutenu en 2007. Et ce soutien valait de l'or. Tapie, l'ancien ministre socialiste, défendre Sarko, le candidat de la droite. L'histoire de Nicolas Sarkozy, vous la connaissez d'ailleurs si vous êtes abonné à cette chaîne. Du coup, forcément, au moment où le socialiste François Hollande remplace Nicolas Sarkozy à l'Élysée, le nouveau gouvernement s'empare du sujet. Et l'État lui-même va saisir la justice pour que la condamnation du Crédit Lyonnais soit réexaminée. Et en 2015, le coup près tombe, la justice annule le jugement de 2008 et condamne cette fois-ci Bernard Tapie à rembourser les 400 millions d'euros reçus 7 ans plus tôt. C'est la douche froide. Ils m'ont volé beaucoup plus que ce qu'on a reçu. Bernard Tapie n'en a pas fini avec les tribunaux, il est poursuivi pour escroquerie et toute cette saga judiciaire ne se terminera qu'avec son décès en 2021 sans que personne n'ait le fin mot de l'histoire. Bon, comme l'affaire sur le Crédit Lyonnais était déjà horriblement compliquée, j'ai décidé d'avancer un peu vite. J'aimerais revenir sur une partie de l'histoire. Revenons en 1996. Bernard Tapie ne fait plus de politique. Il traîne derrière lui une image d'escroc avec le scandale VAOM. Il a perdu beaucoup d'argent dans l'affaire du Crédit Lyonnais, mais Tapie n'est pas du genre à se morfondre et il va renaître de ses cendres grâce au cinéma. Et oui, Bernard Tapie revient finalement à un de ses rêves de gamin, devenir acteur. Il a toujours été acteur en fait. Sauf qu'il n'était pas dans un film, c'était dans la vraie vie, mais ça lui est naturel. Il va jouer dans un film de Claude Lelouch aux côtés de Fabrice Lucchini. Dans ce film Homme, femme, mode d'emploi, Bernard Tapie incarne un homme d'affaires gravement malade. La réalité rattrape parfois la fiction. Vous dites ça parce que vous êtes malade. Cette maladie m'a permis de savoir où j'en étais vraiment. Et franchement, il était temps. Et pourquoi ne pas retenter la chanson? Je vous l'ai dit, Tapie ne s'interdit rien, et il rappe, alors ouais, déjà il rappe, c'est une première info, avec Doc Gynéco. En 2000, Bernard Tapie va jouer au théâtre, les critiques saluent d'ailleurs son jeu d'acteur. Enfin, malgré les affaires judiciaires, Bernard Tapie est présent partout. Il anime Allô Bernard sur RMC, il présente une émission sur TF1, il est chroniqueur dans On refait le match sur RTL. Il tient même le rôle principal dans la série policière Commissaire Valence sur TF1. Comment il s'appelait? Gerdal, Marc Gerdal, très gros client. Il avait sa chambre ici depuis 3 mois, je crois qu'il est avocat. Ce bagou, ce côté voyou attire les médias. Tapie est populaire plus que jamais. Alors évidemment, le divertissement, la culture, ça lui plaît, mais il a besoin de retouches au business. Alors en 2009, il achète 1% du capital de Club Med. Quelques mois plus tard, il revendra ses actions et touchera quand même 2 millions d'euros de bénéfices. Sa dernière grosse opération financière concernera le quotidien marseillais La Provence, dont il finira par être le seul actionnaire en 2013. Mais petit à petit, Bernard Tapie se fatigue et sa santé se dégrade. En 2017, Bernard Tapie apprend qu'il est atteint d'un cancer de l'œsophage et de l'estomac. Et assez vite, il décide de rendre public son combat contre la maladie. Il donne d'ailleurs quelques interviews très affaiblies. Donc voilà, je le prends comme une épreuve supplémentaire qui s'ajoute à celle que je viens de vivre là pendant quelques années. En fait, beaucoup de Français sont émus de voir Bernard Tapie malade. Au stade Vélodrome de Marseille, les supporters déploient des banderoles pour soutenir celui qu'ils appellent Boss. Il va subir des chimiothérapies, des opérations, mais son cancer va se généraliser jusqu'à son décès le 3 octobre 2021 dans son hôtel particulier à Paris. À 78 ans, sa mort fait beaucoup réagir en France, et c'est Marseille certainement qui lui rendra le plus bel hommage en exposant son cercueil en plein milieu de la pelouse du stade Vélodrome, où près de 5000 personnes viendront se recueillir.
L'histoire de Bernard Tapie, c'est l'histoire d'un gamin de banlieue, né dans la France d'en bas pendant la guerre, devenu riche et célèbre dans la société ultra-consumériste des années 80. L'histoire de Bernard Tapie, c'est l'histoire d'un passionné, d'une grande gueule, colérique, touche à tout, aussi à l'aise dans les affaires, la politique et le business. L'histoire de Bernard Tapie, c'est l'histoire d'un homme admiré, détesté, fascinant, voyou, qui aura marqué de bien des manières le paysage politique, médiatique, économique et culturel français ces 50 dernières années. C'était l'histoire de Bernard Tapie. J'aurais voulu être un artiste.